Tu peux regarder de chez toi. Le mariage est réservé aux parents proches, a dit mon père. Alors je l'ai fait. Je me suis assise seule devant l'écran, ressentant la piqûre de l'exclusion. Mais ce qui s'est passé ensuite était inimaginable. Le flux en direct s'est figé au moment précis où le chaos a éclaté. La mariée a crié. Du verre s'est brisé. L'image parfaite d'un mariage s'est brisée en un instant. Et puis, dans cet instant figé, je l'ai vu. Mon fiancé, Thomas, assis avec mon père, comme s'il était à sa place. Mais ce n'était pas le pire. Ce que j'ai vu ensuite allait changer tout ce que je pensais savoir de ma famille. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était un mensonge soigneusement élaboré, un mensonge qui allait les déchirer et détruire tout ce qu'ils avaient construit sur la tromperie. J'avais toujours été l'étrangère, celle qui était exclue. Mais ce que j'ai vu sur ce flux en direct n'était pas seulement mon rejet. C'était l'effondrement de leur petit monde parfait. Restez avec moi car ce qui va se passer va vous laisser sans voix. Je m'appelle Rebecca Miller. J'ai 32 ans, je suis graphiste de métier, et jusqu'à récemment, je pensais avoir fait la paix avec le fait d'être oublié. Je vis seul dans un appartement modeste à Chicago, le genre avec des planchers qui craquent et un café en bas qui connaît ma commande avant que je ne parle. Ma vie est calme, simple et solitaire par choix. Ou du moins, c'est ce que je me disais. J'ai travaillé dur pour construire une stabilité à partir du chaos dont je suis issu. Mais il y a des blessures qu'aucune routine ou succès ne peut couvrir. Mon histoire ne commence pas au mariage de ma sœur. Elle commence près de 2 décennies plus tôt, quand je n'avais que 14 ans. C'est cette année-là que tout a basculé. Le mariage de mes parents avait toujours été tendu, mais je n'ai jamais imaginé que mon père partirait sans même un regard en arrière. Il a quitté ma mère et moi comme s'il se débarrassait d'une peau qu'il ne voulait plus porter. Pas d'avertissement, pas d'excuses, juste une nouvelle femme, une nouvelle vie et le silence. Elle s'appelait Stéphanie. Elle avait 15 ans de moins que mon père, confiante, soignée et pointue d'une manière dont ma mère ne l'avait jamais été. Je me souviens l'avoir vue une fois à travers la vitre de la voiture de mon père, ses cheveux parfaits, son rire facile. Elle ressemblait à quelqu'un d'un magazine, le genre de femme qui pouvait faire oublier à un homme qu'il avait un passé. Et à bien des égards, c'est exactement ce qu'elle a fait. Mon père s'est remarié rapidement, et tout aussi vite, je suis devenu un fantôme dans sa nouvelle vie. Les appels téléphoniques ont cessé. Les fêtes se sont passées sans une carte ni même un SMS. Quand je le voyais une fois tous les quelques années, toujours dans un endroit neutre, il me parlait avec la politesse forcée d'un homme parlant à un cousin éloigné. Il n'y avait aucune chaleur, aucune curiosité de savoir qui je devenais. J'ai cessé d'essayer de l'impressionner. J'ai cessé d'essayer de gagner ce qu'il avait décidé que je ne méritais plus. Puis est venue Nathalie. Stéphanie a donné naissance à ma demi-sœur un an après le mariage. D'après les photos que j'ai vues en ligne et les histoires que ma grand-mère partageait à contre-cœur, Nathalie était tout ce que mon père pouvait vouloir d'une fille, intelligente, jolie, accomplie. Elle jouait du piano, fréquentait une école privée, souriait avec éclat sur chaque photo de famille qui ne m'incluait jamais. Pendant que je travaillais de nuit pour aider ma mère à payer les factures, Nathalie avait des fêtes d'anniversaire avec des poneys et des brunchs avec traiteur. Elle ne m'a pas tant remplacé qu'effacé. En vieillissant, je me suis dit que ce n'était pas grave, que je n'avais pas besoin d'eux. Je me suis investi dans mes études, puis dans mon travail, puis dans une vie soigneusement construite sans place pour la douleur. J'ai cessé de les contacter. J'ai cessé d'espérer, et finalement, j'ai cessé de m'en soucier, du moins c'est ce que je pensais. Puis j'ai rencontré Thomas. Il était charmant d'une manière calme et constante, un technicien avec des yeux doux et une présence apaisante, le genre d'homme qui écoutait quand vous parliez et se souvenait des moindres détails. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de réseautage. Je présentais un projet de changement d'image que j'avais réalisé pour une association à but non lucratif locale. Il cherchait des talents en design pour sa start-up. Nous avons tout de suite accroché. En 6 mois, nous avons emménagé ensemble. Je me sentais en sécurité. J'avais l'impression que c'était quelque chose sur quoi je pouvais enfin compter. Thomas ne posait jamais beaucoup de questions sur ma famille. Il savait qu'ils étaient distants. Il n'a jamais insisté. C'est quelque chose que j'ai apprécié au début, mais avec le temps, le silence autour de cette partie de ma vie est devenu plus lourd. Il planait entre nous pendant les dîners tranquilles et les dimanches paresseux. Je me suis dit que c'était peut-être mieux ainsi, que j'avais créé une nouvelle famille, une famille que j'avais choisie. Pourtant,
de temps en temps, quelque chose me le rappelait, un père et sa fille riant dans le parc, un faire-part de mariage dans le courrier de quelqu'un que je connaissais à peine, un message vocal d'un ancien voisin disant qu'il avait croisé mon père et qu'il avait l'air en pleine forme. Ces moments ont ébréché le mur que j'avais construit, mais j'ai continué à le réparer. Je ne parlais pas beaucoup de ma mère non plus. Elle est décédée quand j'avais 26 ans, d'un cancer, rapide et cruel. Mon père n'est pas venu à l'enterrement. Il a envoyé des fleurs, cependant, des lys, ses fleurs les moins préférées. Je me souviens m'être tenu là, lisant la carte signée « Richard et sa famille » et me demandant s'il savait même qu'elle était allergique aux lys. Après la mort de maman, j'ai eu l'impression que le dernier fil qui me rattachait à lui s'était rompu. J'étais vraiment seul, et pendant longtemps, je me suis dit que c'était une force. Je n'avais pas besoin d'eux. J'avais mon travail, mon appartement et, finalement, Thomas. Mais quand l'invitation est arrivée, un courriel de Nathalie adressé formellement, presque froidement, quelque chose en moi a changé. Elle allait se marier. C'était une grande affaire dans un vignoble privé dans le nord de l'État de New York. Le courriel comprenait une note de mon père, en raison de l'espace limité, nous avons décidé de limiter la liste des invités à la famille immédiate seulement. Vous pouvez regarder de chez vous via la diffusion en direct. Cette simple phrase a fait plus que piquer. Elle a rouvert tout ce que je pensais avoir enterré, car pour la première fois depuis des années, je voulais y être, pas pour lui, pas même pour elle, mais pour moi-même. Je voulais voir où je me situais. Je voulais savoir si, après tout, j'avais encore une place. Alors, j'ai regardé. Je me suis dit que ce n'était pas grave, que j'étais juste curieuse, que c'était juste un autre mariage et que j'allais bien. Mais quand la vidéo s'est figée et que les cris ont commencé, quand le verre s'est brisé et que les visages se sont tordus de panique, j'ai vu quelque chose qui a tout changé, pas seulement une erreur, pas seulement une trahison, un secret, que je n'étais pas censé voir. Et c'est là que tout a commencé à s'effondrer. Le courriel est arrivé un mercredi matin. Il était coincé entre une publicité de spam pour des suppléments vitaminiques et un rappel de ma banque concernant un relevé que je n'ai jamais lu. Le nom de l'expéditeur m'a noué l'estomac avant même que je ne l'ouvre, Nathalie Williams, ma demi-sœur, celle qui a grandi dans la maison qui était la mienne, celle qui avait tout ce que je n'avais pas. Je n'avais pas eu de ces nouvelles depuis plus d'un an, peut-être plus, et même alors, il ne s'agissait que d'une carte électronique de Noël transférée sans message personnel. Et pourtant, la voilà dans ma boîte de réception, son nom brillant comme un fantôme d'un monde auquel je n'appartenais plus. L'objet du courriel était « Détail de la diffusion en direct du mariage ». Je l'ai regardé pendant un moment en essayant de comprendre l'étrange association de mots. Je l'ai ouvert. « Bonjour, Rebecca, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te transmettre les informations pour la diffusion en direct au cas où tu aimerais te joindre à nous virtuellement. Nous gardons la cérémonie en personne petite, juste la famille proche. Merci de ta compréhension. Bien à toi, Nathalie. » En pièce jointe, il y avait une invitation numérique avec une calligraphie sur le thème du vignoble et des accents de feuilles d'or. Les noms Nathalie Grace Williams et Zachary Cole Anderson dansaient en haut dans des polices de caractères bouclés. En dessous, dans une note en italique plus petite, en raison de la capacité limitée, le couple a choisi d'inclure uniquement les membres de la famille immédiate et les parents de sang dans la célébration en personne. Merci pour votre soutien et votre amour. Et puis, comme pour enfoncer le couteau, un dernier message transféré de mon père lui-même. C'était court, efficace, froid. Rebecca, tu peux regarder de chez toi. Le mariage est réservé aux parents de sang. Papa. Je n'ai pas bougé, pas pendant longtemps. Le curseur clignotait comme s'il attendait une réponse, comme si je pouvais taper quelque chose en retour, mais il n'y avait rien à dire. Quel mot pouvais-je offrir alors que le message était si clair? J'ai fermé mon ordinateur portable et me suis tenu près de la fenêtre. Dehors, le monde continuait. Des voitures passaient, un chien aboyait de l'autre côté de la rue, quelqu'un arrosait ses plantes sur le balcon en dessous. Des sons ordinaires dans une matinée ordinaire. Mais à l'intérieur de ma poitrine, c'était serré d'un silence qui n'était pas ordinaire du tout. Je voulais croire que c'était une question d'espace, de logistique, que peut-être le lieu ne pouvait vraiment pas accueillir plus d'invités, que peut-être malgré la douleur, ce n'était pas personnel, mais je savais mieux. Mon père était riche. Il pouvait louer un domaine entier s'il le voulait. Il ne s'agissait pas d'espace. Il s'agissait d'exclusion. C'est le ton qui m'a touché, pas seulement la formulation passivement polie de Nathalie, mais le rejet brutal de mon père,
tu peux regarder de chez toi, comme si c'était une sorte d'offre généreuse, comme si je devais être reconnaissante d'avoir la chance de regarder à distance. Et puis cette phrase, parent de sang seulement. Les mots se répétaient dans mon esprit comme une moquerie. J'étais sa fille, son seul enfant biologique. Nathalie était la demi-sœur. Et pourtant, il traçait une ligne dans le sable qui me plaçait à l'extérieur. Cela n'avait pas de sens, du moins pas en surface. Mais plus j'y pensais, plus autre chose commençait à s'agiter en moi. Il ne s'agissait pas seulement de la dynamique familiale. Il ne s'agissait pas seulement de Stéphanie qui me poussait dehors ou de Nathalie qui voulait une liste d'invités propres. Non, cela semblait stratégique, intentionnel. Mon père n'avait jamais été un homme chaleureux, mais il était calculateur. Il ne faisait jamais rien sans raison. Et cela ressemblait à un coup sur un échiquier, un retrait délibéré d'une pièce dont il n'avait plus besoin en jeu. Le souvenir de ce message transféré brûlait dans mon esprit. Il ne l'avait même pas envoyé directement. Il avait laissé Nathalie être le messager, puis avait ajouté une note en bas comme une pensée après coup, pas « nous aimerions que tu regardes », pas « je suis désolé que cela doive être ainsi », pas même « j'espère que tu vas bien », juste une instruction froide et distante. Plus je m'asseyais avec cela, plus les questions commençaient à se poser. Pourquoi était-il si déterminé à me tenir à l'écart? Que essayait-il de contrôler? Y avait-il quelque chose qu'il ne voulait pas que je voie? Ou quelqu'un? Je me suis retrouvé à faire défiler les médias sociaux, à moitié par réflexe, à moitié par une soif croissante de clarté. Les photos de fiançailles de Nathalie étaient partout, elle en robe blanche, riant, Zacharie, ressemblant en tout point au futur marié américain. Mon père apparaissait sur plusieurs photos, rayonnant de fierté, son bras autour d'elle comme si elle était son seul et unique enfant. Stéphanie, aussi, toujours proche, toujours parfaite. Il n'y avait pas de photo de moi, bien sûr, pas de mention qu'il avait une autre fille. Je n'existais pas dans leur version de l'histoire. Je ne l'avais pas été depuis longtemps. Mais maintenant, pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas seulement oublié. Je me sentais effacé, et effacer s'accompagne d'une piqûre différente, une piqûre qui s'infiltre dans vos os et vous fait vous demander si vous avez déjà été réel pour eux. Je suis retourné au courriel et les regarder à nouveau. Mon premier instinct avait été de le supprimer, d'ignorer toute cette affaire et de continuer ma vie, mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être était-ce la fierté. Peut-être était-ce la curiosité. Peut-être était-ce le besoin de savoir pourquoi. J'ai cliqué sur le lien. Un nouvel onglet s'est ouvert, et voilà, un compte à rebours pour la diffusion en direct, 10 jours. 10 jours avant le jour parfait de Nathalie. 10 jours avant que je ne sois censé regarder depuis la ligne de touche, souriant à travers un écran comme si cela suffisait un jour. J'ai mis la page en signet. Quelle que soit la raison pour laquelle il me tenait à l'écart, je voulais le découvrir, car ce n'était pas seulement un mariage. C'était un message, et j'avais l'intention de le lire en entier. Les 10 jours précédant le mariage se sont écoulés lentement, chacun d'eux étant lourd d'une tension que je ne pouvais pas expliquer. Depuis que j'avais ouvert ce courriel, quelque chose avait changé, pas seulement dans la façon dont je voyais ma famille, mais dans la façon dont je voyais la vie que j'avais construite avec Thomas. Au début, j'ai mis cela sur le compte du stress. Le passé refaisait surface, de vieilles blessures se rouvraient, et j'ai supposé que j'étais peut-être juste plus sensible que d'habitude. Mais plus j'y prêtais attention, plus je réalisais que le changement n'était pas seulement en moi. Thomas changeait aussi. Il avait toujours été stable, constant, le genre d'homme qui me demandait comment s'était passée ma journée même quand la sienne était pire, qui se souvenait du type de thé que je buvais quand j'étais malade, mais cette version de lui avait lentement commencé à s'estomper. Il était distrait, brusque, collé à son téléphone. Les conversations entre nous semblaient coupées, comme si je parlais à quelqu'un qui était à moitié à la porte. J'ai demandé si tout allait bien. Il a souri trop vite et a dit que c'était juste le travail, un lancement à venir, une série de financements à obtenir, rien d'inhabituel, mais je connaissais ses rythmes, et ce n'en était pas un. Un soir, 4 jours avant le mariage, je l'ai entendu au téléphone dans le salon pendant que je me brossais les dents. Sa voix était basse, urgente, le genre de ton que les gens utilisent quand ils essaient de ne pas être entendus. J'ai fait une pause, la brosse à dents à la main, et j'ai écouté. Je n'ai pas entendu grand-chose au début, juste quelques phrases éparses. Non, elle ne sait pas, a-t-il dit, puis une pause. Oui, je serai là tôt, avant le dîner de répétition. J'ai figé.
Il n'était pas censé assister au mariage du tout, du moins c'est ce qu'il m'avait dit. Il avait agi aussi surpris et indigné que moi quand je lui ai montré le courriel, a même dit qu'il sauterait la fête de célibataire de son propre ami par solidarité. Mais le voilà, en train de planifier d'être là avant le dîner de répétition. J'ai rincé ma bouche et suis entré tranquillement dans le couloir, me rapprochant du bord où je pouvais mieux entendre sans être vu. La voix que j'ai entendue ensuite m'a glacé le sang. C'était celle de mon père. Je n'ai pas entendu chaque mot, mais j'en ai entendu assez. Il parlait d'investissements immobiliers, d'une acquisition de vignobles, d'une licence potentielle pour une expansion de l'hôtellerie. Mon père donnait à Thomas des chiffres, des projections, des calendriers. C'était le genre de conversation que l'on pourrait attendre entre des partenaires commerciaux de longue date, pas entre un père protecteur et le petit ami de sa fille, et certainement pas entre deux hommes qui, autant que je sache, se connaissaient à peine. La voix de Thomas a de nouveau baissé. Elle pense toujours qu'elle n'est pas au courant à cause du mariage. Elle n'a pas posé de questions. Mon sang s'est glacé. J'ai reculé assez silencieusement pour ne pas faire de bruit, mais assez rapidement pour mettre un mur entre moi et ce que je venais d'entendre. Je ne l'ai pas confronté ce soir-là. Je ne pouvais pas. Je ne savais même pas quoi dire. Mon esprit courait dans trop de directions. Dans quoi Thomas était-il impliqué exactement avec mon père? Depuis combien de temps cela durait-il? Et plus important encore, n'étais-je qu'un dommage collatéral dans cet arrangement, quel qu'il soit? Le lendemain matin, il a agi comme si rien ne s'était passé. Il m'a embrassé sur la joue, m'a dit qu'il avait des réunions consécutives et a laissé son café à moitié bu sur le comptoir. Je l'ai regardé franchir la porte et je me suis demandé s'il avait toujours joué un rôle que je n'avais pas remarqué jusqu'à présent. Si c'était le cas, il avait été bon. J'ai essayé de me dire que je réagissais de manière excessive, que ce n'était peut-être que des affaires. Peut-être que mon père avait contacté Thomas indépendamment, essayant de se racheter à sa manière tordue. Mais plus je repassais la conversation dans ma tête, plus il était difficile de croire qu'il y avait de la familiarité dans leur voix, de la confiance, et quelque chose d'autre aussi, du contrôle. J'ai commencé à passer en revue ma mémoire à la recherche de tout ce que j'aurais pu manquer, les fois où Thomas avait posé des questions sur ma famille, les fois où il avait esquivé quand j'avais évoqué mon enfance ou mon père. Il y avait toujours eu un niveau de détachement que j'avais considéré comme de la politesse, mais maintenant cela semblait calculé. Il n'a jamais mal parlé de mon père, ne m'a jamais encouragé à réparer la relation, mais ne m'a jamais poussé à m'éloigner non plus. Il existait simplement dans un espace neutre, et j'avais rempli le reste avec confiance. Ce soir-là, j'ai ouvert l'ordinateur portable de Thomas pendant qu'il était sous la douche. J'ai hésité au début. Je n'avais jamais fouillé dans ses affaires auparavant, mais quelque chose me disait qu'il ne s'agissait pas de jalousie ou de paranoïa. Il s'agissait de quelque chose de plus profond, de quelque chose de pourri. La plupart de ces fichiers étaient propres, présentation de clients, dossiers de code, documents de présentation, mais caché dans un dossier intitulé « Archives » se trouvait un fichier qui se démarquait « Rapport préliminaire de RW Holdings ». Je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait une ébauche de présentation avec des projections financières, des évaluations foncières et une diapositive avec une image du vignoble où le mariage de Nathalie devait avoir lieu, en bas en petits caractères, partenariat entre RW Holdings et T. Evans Venture en attente de négociation après l'événement. T. Evans. Thomas Evans. Mon estomac s'est retourné. Il ne s'agissait pas seulement d'affaires. Il s'agissait d'un partenariat, d'un plan. Et d'après le calendrier et le langage, il semblait que le mariage lui-même était lié à l'accord, comme s'il était utilisé dans le cadre d'une stratégie plus large. J'ai fermé l'ordinateur portable juste au moment où l'eau a cessé de couler. Quand il est sorti, une serviette enroulée autour de sa taille, il a souri et m'a demandé si je voulais commander thaï ou italien pour le dîner. J'ai dit que je n'avais pas faim. Je suis resté allongé dans mon lit cette nuit-là, fixant le plafond, me sentant comme une étrangère dans ma propre vie. Quoi qu'il se passe entre Thomas et mon père, ce n'était pas quelque chose que j'étais censé savoir, et pourtant, j'étais là, en plein milieu de tout cela, non invité au mariage de ma sœur, mais en quelque sorte essentiel à l'accord qui en découlait. La réalisation a fait son chemin lentement, puis d'un seul coup, je n'étais pas seulement exclu. J'étais géré. Le matin du mariage est arrivé avec un calme étrange. Devant la fenêtre de mon appartement, la ville continuait comme d'habitude, les camions de livraison reculant dans les ruelles, les voisins promenant leurs chiens, les enfants criant en faisant la course à vélo, mais je ne semblais rien entendre de tout cela.
Tout ce que je pouvais entendre, c'était l'écho de la voix de Thomas de la veille, et le bruit sourd et creux de mon propre rythme cardiaque alors que j'ouvrais mon ordinateur portable. Le mariage était prévu pour midi, heure de New York. J'ai cliqué sur le lien intégré dans le courriel de Nathalie, et une vidéo s'est ouverte à l'écran, affichant une image fixe soignée du domaine viticole où la cérémonie aurait lieu. Un compte à rebours s'affichait dans le coin, 10 minutes. Je l'ai regardé comme s'il allait clignoter et disparaître. Une partie de moi espérait que ce serait le cas. Je n'avais presque pas parlé à Thomas ce matin-là. Il est parti tôt, disant qu'il avait besoin de prendre un café et de se vider la tête. Je n'ai pas demandé où il allait. Après les découvertes que j'avais faites, ces mots signifiaient moins que son absence. J'ai regardé la porte se fermer derrière lui et j'ai résisté à l'envie de le suivre. S'il allait au mariage, je le saurais assez tôt. Quand la diffusion a finalement commencé, une douce musique classique a joué pendant que la caméra panoramiquait sur des manucurés, des chaises blanches disposées en rangées serrées et une arche florale débordant de rose et ivoire. Un jeune homme en costume a ajusté un pied de microphone. Les invités sont arrivés, vêtus de lin d'été et de robes pastel, souriant et se saluant avec des câlins et des baisers aériens. Tout était si beau, si élégant, si performatif. J'ai parcouru la foule, les yeux papillonnants sur les visages, à la recherche de quelqu'un, de n'importe qui que je reconnaisse. Il y avait Stéphanie, bien sûr. Elle était au premier rang dans une robe lavande, son bras passé dans le coude d'un homme que je ne connaissais pas. Elle avait l'air sereine, composée, parfaite en tout point en tant que belle-mère de la mariée. Mais mon père n'était nulle part. Je me suis penché plus près de l'écran, pensant que je l'avais peut-être manqué, qu'il était peut-être juste en dehors du cadre de la caméra en train de donner des instructions au personnel ou de saluer les arrivées tardives, mais les minutes ont passé et toujours aucun signe de lui, pas de cheveux argentés familiers, pas de costume sur mesure, pas d'expression stoïque essayant trop fort d'avoir l'air joyeuse. Et puis j'ai remarqué que quelqu'un d'autre manquait aussi. Thomas. Ma respiration s'est arrêtée dans ma poitrine. Mes yeux ont sauté de groupe en groupe, scrutant avec une urgence croissante. Il n'était pas là. Pas parmi les invités. Pas assis sur le côté. Pas même debout au fond, faisant semblant d'être invisible. S'il était arrivé tôt comme il l'avait dit, où était-il? La musique a changé. Vivaldi, maintenant plus fort, plus grandiose. L'officiant s'est avancé. Les invités se sont installés à leur place. Un silence s'est abattu sur l'espace, brisé seulement par le bruissement de la mousseline et la toux occasionnelle. Et puis Nathalie est apparue. Elle était magnifique. On ne pouvait pas le nier. Sa robe moulait parfaitement ses formes, la traîne cascadant derrière elle comme une cascade de dentelle. Elle souriait en faisant ses premiers pas dans l'allée, bras dessus bras dessous avec le même homme inconnu qui se tenait aux côtés de Stéphanie. Et toujours pas de père de la mariée. Je suis resté figé, regardant ma sœur s'avancer vers un avenir dont je n'étais pas censé faire partie. Flanqué de personnes qui avaient réécrit le passé sans moi. L'officiant a commencé son discours de bienvenue, parlant d'amour, de famille et d'unité. J'entendais à peine les mots. Mes yeux continuaient de scruter l'arrière-plan, les bords du cadre, à la recherche d'un mouvement. Un aperçu d'un visage. Un indice. C'est alors que j'ai remarqué autre chose. Au fond, juste au-delà des rangées d'invités assis, se tenait un homme tenant une tablette. Il ne filmait pas. Il regardait. Il regardait la foule, pas le couple. Il portait une oreillette noire et, toutes les quelques secondes, il parlait dans un microphone fixé à son col. Sécurité, peut-être. Mais pourquoi un mariage comme celui-ci aurait-il besoin d'une sécurité privée? Mon estomac s'est noué. Quelque chose clochait. L'angle de la caméra a légèrement changé alors que la cérémonie avançait. Zacharie avait l'air nerveux mais heureux. Nathalie le regardait en souriant, rayonnant d'impatience. L'officiant a parlé d'engagement à vie, de promesses, d'honnêteté et de vérité. J'ai failli éclater de rire. Vérité. Il y en avait si peu ici. Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit. La caméra a eu un problème technique. Pas seulement un décalage, mais un bégaiement, un hoquet dans le flux. La vidéo a sauté une seconde, puis deux. La tête de Nathalie s'est tournée à mi-sourire, comme si quelqu'un avait crié son nom. Puis l'image s'est figée. Pas de son, pas de mouvement, juste une image figée de ma sœur à moitié tournée, son sourire commençant à faiblir. J'ai attendu, le cœur battant,
fixant l'écran immobile. J'ai rafraîchi la page, rien. J'ai vérifié ma connexion Internet. Elle était bonne. Mon curseur planait au-dessus de l'onglet comme s'il pouvait déclencher le retour à la vie, mais il ne l'a pas fait. Et ce silence, le genre numérique, celui qui suit une panne, a résonné plus fort que n'importe quel cri. Ils étaient là. Ma famille, mon petit ami, ma sœur. Et je n'étais pas seulement exclu. On me tenait intentionnellement dans l'ignorance. Pendant un moment, rien n'a bougé. L'écran s'était figé sur le visage de Nathalie, à moitié tourné, son expression passant de la joie à quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Le son avait complètement disparu. Pas de violon, pas de vœux, juste un silence de mort. J'étais moi-même figé, fixant l'écran, voulant qu'il redémarre, qu'il clignote, qu'il fasse n'importe quoi. Puis il l'a fait. La vidéo a sauté. Pas de fondu, pas d'avertissement, juste un scintillement. Et soudain, l'angle avait changé. C'était un plan large maintenant, depuis le fond de l'allée, capturant toute la foule de dos. Les mariés n'étaient plus en vue, mais les invités restaient, certains encore assis, d'autres debout, tous tendant le cou vers quelque chose juste hors du cadre. Et puis je l'ai vu, Thomas, assis là au 3e rang, entouré de mon père, de Stéphanie et de 2 hommes que je ne reconnaissais pas. Sa tête était légèrement tournée sur le côté, comme s'il venait de dire quelque chose à la femme à côté de lui. Il a ri. Il avait l'air détendu, à l'aise, comme s'il était à sa place. Il était censé être à Chicago. Il avait quitté l'appartement ce matin en jean et en sweat à capuche. Pas de valise, pas de costume, pas de mention d'un vol, d'un trajet en voiture, d'un plan. Il avait dit qu'il sortait juste prendre un café. Mais le voilà, vêtu d'un blazer bleu marine et d'une chemise blanche impeccable, la cravate parfaitement nouée, les cheveux soigneusement peignés. Pas la moindre hésitation dans sa posture. Pas de culpabilité, pas d'anxiété, juste de l'aisance. L'image n'a duré pas plus de 3 secondes avant que l'écran ne redevienne noir. J'ai cligné des yeux, la respiration coupée dans la gorge, incertaine d'avoir vraiment vu ce que je pensais avoir vu. J'ai rafraîchi le flux. Rien. J'ai rouvert la page dans un nouvel onglet. Toujours vide. J'ai vérifié le compte de l'événement sur les médias sociaux. Les commentaires affluaient déjà. Quelqu'un d'autre a perdu le flux? Que se passe-t-il? Il s'est coupé juste au moment où les choses devenaient intéressantes. Mais je ne me souciais plus de la mariée ou de la cérémonie. Je ne regardais pas pour le toast au champagne ou les arrangements floraux. Je regardais pour entrevoir ce dont j'avais été éloigné. Et ce que j'ai vu a été comme une lame entre mes côtes. Ce n'était pas seulement que Thomas était là. C'était où il était assis, dans la section familiale, à 3 rangs du devant, assis à côté de mon père comme s'ils avaient toujours été alliés, comme si je n'avais pas vécu avec un homme qui avait passé des mois à faire semblant d'être indifférent à un mariage qu'il semblait maintenant célébrer. Il était l'un d'eux. Je me suis adossé à ma chaise, soudain consciente du froid qu'il faisait dans mon appartement. Le bourdonnement du réfrigérateur derrière moi, le tic-tac silencieux de l'horloge, l'immobilité de l'air, tout cela pesait lourd et étouffant. Un type de silence différent cette fois, pas celui d'un flux en direct figé, mais celui de la lente et bouleversante compréhension de la trahison. J'ai essayé de le rationaliser. Peut-être qu'il avait eu un changement de plan de dernière minute. Peut-être qu'il voulait juste apporter son soutien. Peut-être qu'il pensait que cela ne me dérangerait pas, mais les mensonges se sont effondrés plus vite que je ne pouvais les réparer. Si c'était innocent, pourquoi le cacher? Pourquoi mentir sur Chicago? Pourquoi se faufiler dehors? Pourquoi prendre place à côté des personnes même qui m'avaient mise à l'écart? Et le pire de tout, pourquoi avait-il l'air si à l'aise? Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un vieil ami d'université à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Et, au hasard. Je crois que je viens de voir Thomas lors d'une diffusion en direct de mariage sur Facebook. Quelqu'un l'a partagé. Je pensais qu'il était en voyage. L'écran s'est brouillé. J'ai réalisé que je tremblais. Tout était vrai. Il avait agi dans mon dos. Il avait menti. Et il l'avait fait non pas avec indifférence, mais avec confort, comme s'il le faisait depuis plus longtemps que je ne pouvais l'imaginer. Et ce qui m'a le plus blessé, ce n'est pas le fait que Thomas soit parti. C'est que tout le monde là-bas l'avait laissé faire. Mon père, Stéphanie, Nathalie, ils savaient tous que je ne serais pas là. Ils savaient que je regarderais de loin, impuissante à faire quoi que ce soit.
Il savait que s'il me tenait à distance, il pouvait contrôler ce que je voyais. Mais il n'avait pas compté sur le changement d'angle de la caméra. Il n'avait pas compté sur mes yeux qui le surprendraient. Il n'avait pas compté sur le fait que je verrais ce qu'ils avaient tant travaillé à cacher. Dans cette image figée, tout s'est mis en place. La distance, les étranges appels téléphoniques, les conversations commerciales cryptiques, le courriel de mariage transféré, l'accord dont je n'étais pas censé connaître l'existence. Je ne savais pas exactement ce qu'ils cachaient tous. Mais maintenant, j'étais sûr qu'ils le cachaient ensemble, et je n'allais plus rester silencieuse. L'image de Thomas assis à côté de mon père au mariage de Nathalie a repassé en boucle dans mon esprit. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Mes pensées ont tourbillonné, chacune plus sombre que la précédente. J'ai essayé de me convaincre qu'il devait y avoir une explication, mais les explications nécessitent la vérité. Et la vérité était devenue une monnaie rare dans mon monde. Au matin, je n'étais pas en colère. J'étais lucide. La lucidité est un étrange cadeau après la trahison. Elle aiguise tout. Je savais que je ne pouvais pas faire confiance à ce que Thomas me disait. Je ne pouvais pas faire confiance à ce que mon père me montrait, mais je pouvais encore faire confiance à ce que les gens choisissaient de publier. Les gens révèlent toujours plus qu'ils ne le veulent en ligne. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé par l'évidence, les comptes de médias sociaux de Nathalie. Elle était méticuleuse, soignée, le genre de personne qui modifiait chaque légende et filtrait chaque image. Son Instagram était une galerie de sa vie parfaite, brunch, douche nuptiale, éclairage doux. J'ai parcouru publication après publication, fouillant non seulement dans les images, mais aussi dans les balises, les commentaires, les eurodatages. 3 semaines avant le mariage, la voici, une photo de Nathalie lors d'une dégustation de vin. Elle se tenait à côté de Stéphanie, tenant un verre de blanc, toutes deux souriant. À l'arrière-plan, flou mais indubitable, il y avait Thomas. Ma respiration s'est coupée. Il n'était pas identifié. Elle ne l'avait pas mentionné dans la légende, mais c'était bien lui. Les épaules légèrement tournées, une main dans sa poche, des lunettes de soleil relevées sur sa tête. Il m'avait dit qu'il était à Denver ce week-end-là pour une conférence de start-up. Il m'avait même transféré une confirmation de vol. J'ai ouvert mon calendrier pour vérifier. Le même week-end, j'ai continué à faire défiler. Une autre publication 2 jours plus tard, cette fois un selfie que Nathalie a pris avec Stéphanie devant un bâtiment en stuc blanc. Dans le reflet de la fenêtre derrière elle, un homme sortait d'une voiture noire. Encore lui. Thomas. Je suis passé à la page de Stéphanie. La sienne était moins publique, mais quelques photos d'amis identifiés étaient visibles. L'une d'un gala de collecte de fonds datant de 6 semaines auparavant. Stéphanie se tenait à côté d'un groupe de participants élégamment vêtus. Mon père n'était pas sur la photo, mais Thomas se tenait près du bord, un verre à la main, discutant avec un homme que j'avais reconnu dans un communiqué de presse sur le site web de la société immobilière de mon père. La légende disait « De grands projets en perspective pour RW Holdings ». Thomas était au gala, un gala dont je n'avais même pas connu l'existence. J'ai consulté mon historique de recherche et j'ai ouvert le site web de RW Holdings. Il était élégant, minimal, trop soigné, tout comme mon père. J'ai parcouru les biographies de l'équipe. Le nom de Thomas n'y figurait pas. Aucune mention de lui en tant que partenaire, conseiller ou consultant. Mais lorsque je suis allé à la section des investisseurs et que j'ai creusé plus profondément, j'ai trouvé un lien au bas d'un communiqué de presse intitulé « Participations affiliées ». J'ai cliqué. Le voilà, enfoui dans un paragraphe. TE Venture conseillera sur la prochaine proposition de réaménagement du vignoble en partenariat avec RW Holdings à compter du 3e trimestre. TE Venture, Thomas Evans. Tout s'est mis en place d'un seul coup. Le vignoble n'était pas seulement un lieu de mariage. Il faisait partie d'une stratégie financière plus large, une façade pour quelque chose de plus grand. La société de mon père avait probablement acquis le terrain ou se préparait à le faire. Et Thomas, par le biais de sa propre entreprise, était impliqué dans le processus de conseil, et aucun d'eux ne me l'avait dit, ni Thomas, ni mon père, ni même Nathalie. Je me suis adossé à ma chaise, stupéfaite. Depuis combien de temps cela durait-il? Depuis combien de temps me gardait-il à l'écart, me donnant des bribes d'informations uniquement quand cela les arrangeait? J'avais passé des années à penser que j'étais simplement oublié. Mais il ne s'agissait pas seulement d'oubli. Il s'agissait d'omission, calculée,
stratégique. J'ai fixé le visage de Thomas sur les photos. Ce sourire facile, cette posture de familiarité. Lui aussi avait bien joué son rôle. J'ai pensé aux nuits où il me disait qu'il était fatigué à cause des réunions, aux voyages d'affaires qu'il disait être de dernière minute, aux fois où il avait suggéré que je n'évoque pas la famille pendant le dîner, disant que cela ne faisait que me contrarier davantage. Il ne me protégeait pas. Il se protégeait lui-même. Et quel que soit l'accord qu'il aidait mon père à conclure, la trahison me semblait maintenant plus vaste, moins comme une seule blessure et plus comme une toile dans laquelle j'avais marché sans la voir. Ils étaient tous liés, tous souriants, tous se serrant la main pendant que je regardais derrière un écran. Ce n'était pas seulement que j'avais été exclu d'un mariage. J'avais été exclu de quelque chose de plus grand, quelque chose qui impliquait de l'argent, des biens immobiliers, peut-être même un héritage. Et Thomas, l'homme en qui j'avais le plus confiance, était dans le coup depuis le début. Je me suis levé et j'ai arpenté mon appartement, le cœur battant. J'avais besoin de plus de preuves, de plus de réponses. Je ne pouvais encore confronter personne, pas avant d'avoir compris toute la situation. Pas avant de pouvoir entrer dans une conversation armée de faits qu'il ne pourrait pas déformer. J'ai ouvert une fenêtre de navigation privée et j'ai commencé à rechercher des registres immobiliers dans l'État de New York. Les transactions, les permis de construire, les acquisitions de vignobles, tout ce qui pourrait lier la société de mon père au terrain sur lequel le mariage avait eu lieu. Tout ce qui pourrait lier Thomas à ce terrain sur papier. J'avais les noms. J'avais le calendrier. Maintenant, je devais juste trouver ce qu'ils avaient tant travaillé à enterrer. Quoi qu'ils construisent, je n'allais pas les laisser finir sans que je voie chaque brique. Et s'ils pensaient que la fille qu'ils ont effacée allait rester silencieuse, ils allaient découvrir à quel point je pouvais me faire entendre. Thomas est rentré plus tard que d'habitude ce soir-là. Il a franchi la porte avec un sac en plastique de plat à emporter et un air sur le visage comme si rien ne s'était passé. Cela seul a failli me faire basculer. La capacité de mentir avec une telle facilité, de revenir à la normale comme si tout ne s'était pas grand ouvert, était quelque chose dont je n'avais pas réalisé qu'il était capable. Il a posé la nourriture sur le comptoir de la cuisine et a jeté un coup d'œil vers moi, assise raide sur le canapé. « J'ai pris ce poulet épicé que tu aimes », a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Il s'est tourné. Rebecca. Je l'ai regardé et j'ai demandé sans élever la voix, « Depuis combien de temps travailles-tu pour mon père ?» Son visage n'a pas bronché. Pas au début. Juste une légère crispation au coin de sa bouche. La plus petite pause dans sa respiration. C'était tout ce dont j'avais besoin. Il a posé le sac lentement. J'allais te le dire. Je me suis levé. Quand ? Avant ou après que tu te sois assis à côté de lui au mariage de ma sœur et que tu aies souri pour la caméra. Il a expiré par le nez et s'est frotté la nuque comme il le faisait toujours quand il était acculé. Mais cette fois, je n'allais pas le laisser s'en sortir. Dis-moi juste la vérité, ai-je dit. Je mérite au moins ça. Il a acquiescé lentement. Ça a commencé après la mort de ta mère. Ton père. Il était inquiet pour toi. Il a dit que tu t'éloignais. Tu t'es distancé, tu as arrêté de répondre aux appels. Il pensait que tu pourrais sombrer. Je l'ai regardé fixement, ma voix devenant aiguë, alors, il t'a envoyé pour me surveiller comme si j'étais un projet ? Il ne l'a pas dit comme ça, a répondu Thomas, soudainement sur la défensive. Il nous a présenté, il a organisé notre rencontre à ce vernissage. Je ne savais pas qui tu étais au début, mais quand je l'ai découvert. Oui, il m'a demandé de te surveiller pour m'assurer que tu allais bien. J'ai reculé d'un pas et la relation, ça faisait partie de la mission aussi ? Son silence m'a tout dit. J'ai ri une fois, un rire court et amer. Combien de temps allais-tu continuer ? Jusqu'à ce que l'accord soit conclu ? Jusqu'à ce que tu encaisses ton chèque ? Ce n'était pas comme ça, Rebecca, a dit Thomas, sa voix se brisant un peu. Au début, c'était bizarre, oui, mais je suis tombé amoureux de toi. Je te jure que c'est vrai. J'ai secoué la tête. Alors, tu as juste oublié de mentionner que mon père te payait pendant que tu dormais dans mon lit. Tu as oublié de mentionner que toute notre relation était basée sur la surveillance et la manipulation ? Il a essayé de s'approcher, mais j'ai levé la main. Non. Ne t'approche pas. Il s'est arrêté. Le vignoble, ai-je dit, le réaménagement, les fausses réunions d'investisseurs.
N'étais-je qu'un pont entre le nom de famille et ton gain financier? Il n'a pas répondu tout de suite. Puis, tranquillement, il a dit, la famille voulait consolider ses actifs. Ton père pensait que te garder près de lui rendrait les choses plus propres. Si ton nom était impliqué dans les papiers, si les choses se compliquaient, il aurait un pouvoir de négociation, des options juridiques. Alors, je n'étais pas seulement surveillé, ai-je dit. J'étais positionné, utilisé. Il a baissé les yeux sur le sol. Je me suis rassise, pas par faiblesse, mais parce que le poids de tout cela rendait le fait de se tenir debout soudainement absurde. Chaque conversation que nous avions eue, chaque week-end partagé, chaque baiser, plus rien ne me semblait intact. Tout était lié à cet arrangement grotesque, à ce mensonge soigneusement construit que j'avais pris pour de l'amour. Ma mère le détestait, ai-je dit doucement. Je n'ai jamais su pourquoi. Je pensais que c'était à cause de la liaison. Mais maintenant, je comprends. Elle a vu ce dont il était capable. Elle a vu ce qu'il ferait pour protéger son image, son pouvoir. Et maintenant? Maintenant, je ne suis qu'une autre transaction dans son portefeuille. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça, a dit Thomas. Ça a commencé comme ça, ai-je répondu. Il n'a plus parlé après ça. Il est resté là un moment, comme si les bons mots allaient lui venir s'il attendait assez longtemps, mais il ne restait plus de mots qui pourraient arranger les choses. Je l'ai regardé une dernière fois, et je n'étais même plus sûr de qui je regardais. Pas mon partenaire, pas mon confident, juste un autre homme qui me voyait comme un outil, comme un moyen d'arriver à une fin. Et pour la première fois, j'ai compris ce que ça voulait dire d'être effacé de sa propre vie. Pas oubliée, réécrite. Je n'ai pas pleuré après le départ de Thomas. Je n'ai pas crié. Je n'ai même plus senti la chaleur de la colère. Ce qui s'est installé en moi cette nuit-là était quelque chose de plus froid, de plus silencieux, et une détermination inébranlable. On m'avait menti, utilisé et positionné comme un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Mais je n'allais pas rester dans ce rôle. Plus maintenant. J'ai commencé mon enquête le lendemain matin, non pas avec la vengeance à l'esprit, mais avec la clarté. J'avais besoin de réponses. De vraies réponses, non filtrées par la bouche de Thomas ou cachées dans des diapositives de salle de réunion. J'ai commencé là où je savais que cela leur ferait le plus mal, l'argent. La société de mon père, RW Holdings, avait toujours été quelque chose de mystérieux pour moi. Un conglomérat immobilier, oui, mais ces détails étaient vagues au mieux. J'ai commencé à fouiller dans les documents accessibles au public, les dépôts de l'État, les acquisitions de propriétés et les déclarations fiscales. Un schéma a commencé à émerger, des propriétés achetées à des prix gonflés et vendues sous des sociétés écrans, des aménagements de vignobles et de centres de villégiature avec des adresses partagées, des accords de licence qui semblaient impliquer la société de capital risque de Thomas, TE Venture, à des intervalles étrangement parfaits. Plus d'une fois, je me suis heurté à des obstacles, des documents marqués comme des accords privés qui semblaient disparaître en milieu d'année, des sociétés qui n'existaient que pour une seule transaction et qui disparaissaient ensuite. Ce n'était pas de la désorganisation. C'était intentionnel, un labyrinthe construit pour semer la confusion, pour tromper, et j'avais vécu toute ma vie d'adulte sans me soucier des murs qui m'entouraient. C'est à peu près à ce moment-là que je me suis souvenu de Maria. Maria Vega avait été l'amie la plus proche de ma mère pendant des années. Je me souvenais de son rire chaleureux et de son accent épais, de son esprit vif et de la tristesse silencieuse dans ses yeux à l'enterrement de ma mère. Après ça, nous avons perdu contact. Mon père ne l'a jamais mentionné, et à l'époque, moi non plus. Mais maintenant, je me demandais si quelqu'un avait vu ce que j'avais manqué, ce serait elle. J'ai trouvé son numéro grâce à un ancien contact dans le cercle des anciens élèves de ma mère et j'ai appelé sans réfléchir à 2 fois. Quand elle a répondu, il y a eu une longue pause après que je me sois présenté. « Rebecca » a-t-elle dit doucement. « Tu ressembles à ta mère. » Ces 5 mots m'ont presque brisé. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi-là dans un café tranquille à l'extérieur de la ville. Maria avait l'air plus âgée, bien sûr, mais pas moins vive. Ses yeux se sont adoucis en me regardant. Je n'avais pas besoin d'en dire beaucoup, juste que j'avais des questions sur ma mère, ma famille et ce qui m'avait été caché. Maria n'a pas hésité. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti un épais dossier jauni sur les bords. « Votre grand-mère me faisait confiance » a-t-elle dit. Elle m'a demandé de garder ces documents au cas où. Au cas où votre père tenterait quelque chose. J'ai ouvert le dossier d'une main tremblante. À l'intérieur,
il y avait des photocopies de documents juridiques, des titres de propriété foncière, des relevés de comptes, des documents fiduciaires et, tout en haut, un testament, un codicile manuscrit joint à celui-ci, rédigé dans l'écriture cursive de ma grand-mère. En cas de décès, Rebecca Miller conservera le contrôle total de la succession, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elle est mentalement ou légalement inapte. J'ai fixé les mots. Ce n'était pas seulement de la paperasse. C'était une protection. Ma grand-mère s'était assurée que j'hériterais de sa succession, de son vignoble, de ses comptes, de tout. Et, d'une manière ou d'une autre, rien de tout cela ne m'était jamais parvenu. Maria m'a expliqué ce qu'elle savait. Après le décès de ma grand-mère lorsque j'avais 19 ans, mon père en avait pris le contrôle en tant qu'exécuteur testamentaire. Il avait présenté une version différente du testament, une version qui le désignait comme l'administrateur principal. Ma mère étant décédée et moi étant à l'école, il n'y avait personne pour le contester. Il a affirmé que je ne voulais rien avoir à faire avec la succession, que j'avais renoncé à mes droits. Il a falsifié ma signature. Mes mains tremblaient alors que je parcourais les pages. Certaines portaient des annotations manuscrites de ma grand-mère. Certaines portaient les cachets d'un avocat dont Maria se souvenait avoir rencontré. C'étaient de vraies copies originales, celles qui n'avaient jamais été soumises à l'homologation. Mon héritage m'avait été volé. Ma vie réécrite, d'abord émotionnellement, puis financièrement. Et Thomas. Il savait que le réaménagement du vignoble, l'endroit où le mariage de Nathalie avait eu lieu, faisait partie de mon héritage. Il m'avait été enlevé, déguisé en événement familial, puis emballé dans une affaire commerciale lucrative. Et l'homme que j'aimais se tenait côte à côte avec l'homme qui me l'avait volé. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une fraude. J'ai regardé Maria. Est-ce que cela peut tenir légalement? Elle a hoché la tête. Si vous agissez rapidement et si vous êtes prête à vous battre. Je ne demandais plus une place à la table. J'allais brûler toute la table. Je n'ai pas pris rendez-vous. Je n'ai pas appelé à l'avance. J'ai franchi les portes vitrées de RW Holdings ce matin-là comme si je possédais l'endroit, parce que, d'une certaine manière, c'était le cas. Ou du moins, j'étais sur le point de prouver que j'aurais dû le faire. La réceptionniste a à peine levé les yeux lorsque je suis passé. L'ascenseur s'est ouvert comme s'il attendait. 28e étage, l'étage de la direction. Son bureau se trouvait au bout du couloir, comme il l'avait été pendant des années. Mais je n'y étais jamais entré comme ça auparavant. Je n'étais jamais arrivé avec la vérité de mon côté. Lorsque la porte s'est ouverte, mon père était assis derrière son bureau en acajou, en train de taper un courriel. Il a levé les yeux, surpris, puis agacé. « Rebecca » a-t-il dit, essayant de faire monter la chaleur dans sa voix. « Que fais-tu ici » J'ai fermé la porte derrière moi. « Nous devons parler. » Il a fait un geste vers une chaise en face de lui. « Si c'est à propos du mariage. » Ça ne l'est pas. J'ai laissé tomber le dossier sur son bureau, le même dossier que Maria m'avait remis quelques jours plus tôt. Il a atterri avec un bruit sourd et j'ai vu la lueur dans ses yeux. Reconnaissance. Peur. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-il demandé, bien qu'il le sache déjà. Tout ce que tu ne voulais pas que je voie, ai-je dit. Le vrai testament, les registres de propriété, les documents fiduciaires, le codicile manuscrit de grand-maman. Il n'a pas ouvert le dossier. Il n'en avait pas besoin. J'ai continué. Tu savais exactement ce qu'elle voulait. Tu savais que maman voulait que j'hérite de tout. Et tu savais que je n'accepterais jamais de vendre ou de restructurer la succession. C'est pourquoi tu me l'as caché. C'est pourquoi tu as falsifié ma signature. Tu as blanchi des actifs par l'intermédiaire de tes aventures en utilisant Thomas comme façade, et maintenant tu as tout emballé dans un accord de vignoble déguisé en mariage. Il n'a pas nié. Il s'est adossé à sa chaise, les mains croisées devant lui, et pendant un long moment, il n'a rien dit. Puis calmement, « Combien veux-tu » Il m'a fallu une seconde pour comprendre ce qu'il disait. « Je t'offre un règlement » a-t-il précisé. « Un règlement généreux. Tu t'en vas et je ferai rédiger les papiers. Tu n'auras à te soucier de rien pour le reste de ta vie. » Je l'ai regardé fixement. « Tu m'as tout volé et tu crois que je suis ici pour négocier ? Il ne s'agit pas de négociation, Rebecca. Il s'agit d'aller de l'avant. Ce n'est pas moi qui ai besoin d'aller de l'avant, ai-je dit. C'est moi que tu as laissé derrière toi. La porte s'est ouverte derrière moi.
Je me suis retourné et j'ai vu Stéphanie entrer, parfaitement composée, un foulard de soie drapé autour de son cou comme si c'était juste un autre déjeuner de charité. « Eh bien » a-t-elle dit. « Je suppose que la vérité est au grand jour. »« Je sais ce que tu as fait » ai-je dit. « Je sais que tu l'as convaincu de supprimer le testament. Je sais que tu lui as dit que ma mère ne m'avait jamais fait confiance, que je ne pouvais pas assumer de responsabilité. » Stéphanie a incliné la tête, amusée. « Votre mère était sentimentale. Elle pensait que le sang seul rendait quelqu'un digne. Je ne suis pas d'accord. Tu veux dire qu'elle pensait que j'étais sa fille et que tu voulais t'assurer que je le paie ?» Elle a souri, à peine. « Tu as toujours été un problème, Rebecca. Pas bruyante, pas dramatique, juste gênante, et franchement, je pensais que Thomas suffirait à te faire taire. Mes mains se sont crispées à mes côtés. Tu t'es trompé. Mon père s'est levé maintenant. Rebecca, écoute-moi. Ça n'a pas besoin de mal tourner. C'est déjà le cas, ai-je dit. Il s'est approché. Tu es ma fille. Non, ai-je répondu. Je suis ta responsabilité. Il pensait que je venais ici pour marchander. Il n'avait toujours pas compris. Je ne m'en vais pas, leur ai-je dit. Je vais au tribunal. Je vais aller voir la presse si je dois le faire. Tu as falsifié des documents juridiques. Tu as enterré mon héritage. Tu as utilisé mon partenaire pour m'espionner. Ça se termine maintenant. Le masque de Stéphanie s'est fissuré pour la première fois. Tu détruirais ta propre famille. Vous l'avez détruite, ai-je dit. Je ne fais qu'allumer les lumières. Je les ai laissés là, entourés des ruines qu'ils avaient construites avec des mensonges. Pendant des années, j'ai cru que j'étais l'étrangère dans ma propre famille, mais maintenant je voyais la vérité. Ils ne m'avaient pas mis à l'écart. Ils avaient essayé de m'effacer. Mais j'étais toujours là, et j'en avais fini de me taire. J'ai déposé la plainte un mardi. Il n'y a pas encore eu de scène de tribunal dramatique, juste une pile de documents soigneusement préparés et remis au greffe du comté par mon avocate, Linda, une femme vive, calme et énergique qui n'a pas bronché lorsque je lui ai dit le nom de mon père. Elle a jeté un coup d'œil au dossier que Maria m'avait donné et a dit « Il va regretter de vous avoir sous-estimé ». Le vendredi, une plainte officielle avait été déposée auprès du Bureau des affaires juridiques de l'État. Le lundi, la presse en a eu vent. Cela a commencé petit, des blogs financiers locaux, un média d'information régional. Mais l'histoire était trop riche pour être ignorée. La fille d'un magnate de l'immobilier accuse son père de fraude financière, de faux et de vol d'héritage. Des noms comme RW Holdings et TE Venture ont commencé à apparaître dans les gros titres. Je n'ai pas eu besoin d'en dire beaucoup. Les faits parlaient d'eux-mêmes. Mon père, l'homme qui s'était bâti une réputation autour de l'héritage, de la structure et des affaires propres, était soudainement un nom associé à la fraude. Et ce n'était pas seulement un cauchemar médiatique. C'était un cauchemar juridique. Le testament original de ma grand-mère, les transferts de propriété, la signature falsifiée. C'était suffisant pour déclencher une vérification officielle par l'unité des crimes financiers de l'État. Mais le vrai choc est arrivé 2 semaines plus tard. Linda m'a appelé, sa voix inhabituellement tendue. « Vous devriez vous asseoir. RW Holdings avait perdu 3 de ses plus grands investisseurs. Des départs discrets, aucune déclaration publique, mais le message était clair, ils coupaient les ponts. Le 4e et le 5e ont suivi quelques jours plus tard. De grandes banques et une société de capital investissement qui travaillait avec mon père depuis plus d'1 décennie. L'une d'elles a divulgué son raisonnement aux médias. Nous ne pouvons pas maintenir un partenariat avec une organisation qui fait l'objet d'un examen juridique sérieux concernant des allégations de fraude financière, de faux et de fausses déclarations de demande d'héritage. Cette déclaration a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Ce n'était pas seulement qu'il s'en allait. C'était qu'il disait sans s'excuser que mon histoire était crédible. En coulisses, c'était encore pire pour lui. Des courriels internes ont été assignés à comparaître. Plusieurs accords qu'il avait conclus avec des sociétés écrans ont été retracés jusqu'à des entités co-gérées par Thomas, qui s'était depuis muré dans le silence, ne répondant plus aux SMS ou aux courriels. Le conseil d'administration de RW Holdings a convoqué une réunion d'urgence. Des rumeurs ont circulé au sujet d'un renvoi, d'un effondrement. Stéphanie, bien sûr, est restée silencieuse, mais un message vocal divulgué qu'elle a laissé à un ancien ami de la famille a circulé en ligne. Sa voix était aiguë, paniquée,
reprochant à Richard de ne pas avoir été assez prudent et d'avoir laissé la fille creuser trop profondément. La fille. C'est ce que j'avais toujours été pour eux. Une fille qu'ils pouvaient exclure du mariage. Une fille qu'ils pouvaient utiliser pour légaliser un accord. Une fille qu'ils pouvaient faire taire avec un chèque. Ils ne m'ont pas vu comme une menace avant qu'il ne soit trop tard. Mais la partie la plus douloureuse n'a pas été de voir l'empire de mon père trembler. C'était de le voir faire semblant que ce n'était pas le cas. Je l'ai vu une fois pendant les premières retombées, traversant le hall de l'immeuble de RW, des lunettes de soleil sur le visage, un costume parfait, mais sa démarche avait changé. Il se déplaçait plus lentement. Il regardait par-dessus son épaule. L'homme qui contrôlait autrefois tout essayait maintenant de rassembler les morceaux d'une histoire qu'il ne possédait plus. Pendant ce temps, j'ai reçu des messages de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Un ancien collègue de l'université a vu les nouvelles. Bien joué, a dit un ancien assistant de mon père. Nous avons toujours su que quelque chose clochait. Même un journaliste a écrit, si vous voulez un jour raconter votre histoire avec vos propres mots, nous vous ferons de la place. Mais je ne faisais pas ça pour les gros titres. Je ne le faisais plus pour la vengeance non plus. Je le faisais pour récupérer quelque chose qui avait toujours été à moi. Pas seulement la terre ou les biens, mais mon nom, ma voix, ma place. Parce que quand vous avez été effacé par des personnes qui prétendent vous aimer, la chose la plus radicale que vous puissiez faire est de prouver que vous avez toujours été là. Et maintenant, le monde commençait enfin à le voir. Lorsque la nouvelle a éclaté, elle n'a pas commencé par un coup d'éclat. Elle a commencé par une fuite. Un dénonciateur, anonyme, mais dont on a supposé plus tard qu'il s'agissait d'un ancien associé mécontent, a envoyé une cache de courriels internes, d'états financiers et de projets de contrats à plusieurs grands médias. En quelques heures, ce qui n'était autrefois que spéculation est devenu un fait indéniable. Les documents ont tout confirmé. Fausses déclarations, participation non divulguée, dettes croisées garanties cachées sous des entités écrans et transferts de bénéficiaires falsifiés. Et au centre de tout cela, Thomas Evans. Son nom est apparu sur tous les documents importants, rôle de conseiller conjoint auprès de RW Holdings, évaluation d'actifs falsifiés et notes internes recommandant de faire taire préemptivement les éventuelles demandes d'héritage. Il n'était pas un simple spectateur. Il était un acteur principal. Dans les 24 heures suivant la fuite, tous les contrats restants de TE Venture ont été gelés. Les entreprises partenaires ont publié des déclarations se distançant. Les investisseurs ont exigé des vérifications. Son visage a disparu des sites web des entreprises. LinkedIn a été effacé. Les médias sociaux ont été verrouillés. Un blog financier populaire a publié le titre « Le garçon en or qui a tout risqué et tout perdu ». Mais c'était pire qu'une chute de grâce. C'était l'anéantissement. Thomas a publié une déclaration. Insipide, juridique, parlant de regrets, de coopération et de vérité avec le temps, mais personne ne s'en souciait. Son silence avait parlé trop fort pendant trop longtemps, et maintenant la foule s'était retournée. Mais il n'y avait pas que Thomas. Dans la deuxième vague de retombées, d'autres documents ont fait surface. Des courriels entre Stéphanie et Richard ont été signalés par les vérificateurs qui examinaient maintenant les systèmes de RW Holdings. Un en particulier a attiré l'attention. Daté d'il y a 2 ans, il disait « Elle ne comprendra jamais ce dont cette famille a besoin. Elle était la faiblesse de sa mère, pas la nôtre. Plus tôt nous enterrons les intentions de la vieille femme, mieux ce sera. » Il était signé « Stéphanie ». Le contre-coup a été rapide. Stéphanie, qui avait passé des années à se positionner comme une puissance philanthropique, a été contrainte de démissionner de 2 conseils d'administration d'organismes à but non lucratif en une semaine. Un troisième a publié une lettre publique condamnant son mépris des principes éthiques de base. Des photos d'elle souriant au mariage du vignoble ont maintenant réapparu dans des éditoriaux sur la cupidité, la manipulation et le blanchiment d'héritage. Et puis est venue Nathalie. Jusque-là, elle avait largement échappé à l'attention du public. Jeune, fraîchement mariée, le visage de l'innocence dans une tempête. Mais d'autres messages ont fait surface, des captures d'écran de conversation. Une dans laquelle elle demande à sa mère comment s'assurer que Rebecca n'ait jamais vent des affaires de la fiducie. Une autre datant de quelques mois avant le mariage. Papa a dit qu'il s'en occuperait. Elle regardera depuis les coulisses comme toujours. Rebecca, les coulisses. Le monde n'a pas aimé ça. Soudain, le visage de Nathalie n'était plus un symbole nuptial.
C'était un sourire narquois placardé à côté de titres comme La sœur du silence et Quand le sang n'est pas la famille. La valorisation de la start-up de son mari a chuté de 10% en une seule semaine après que des campagnes sur les médias sociaux ont appelé les investisseurs à reconsidérer leur soutien à une famille liée à un scandale. La sympathie du public s'était déplacée. Pas pour Richard, pas pour Stéphanie, pas pour Nathalie, mais pour moi. Je n'ai jamais demandé cette attention. Je ne l'ai jamais voulu. Mais maintenant qu'elle était là, je l'ai utilisée avec soin. J'ai donné une seule entrevue, juste une, un segment enregistré pour une émission matinale nationale. J'ai dit la vérité simplement. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas accusé. J'ai simplement expliqué ce qui avait été fait et ce que j'avais choisi de faire en réponse. Cette retenue a rendu la chose plus puissante. Les téléspectateurs ont appelé par centaines. Des courriels ont afflué dans la boîte de réception de l'émission, non seulement de femmes, mais aussi d'hommes, de parents, d'enfants adultes, de personnes qui avaient été déshéritées, manquées de respect, rejetées, de personnes qui comprenaient ce que signifiait être effacées et ce qu'il fallait faire pour se frayer un chemin dans sa propre histoire. Pour chaque chute que ma famille a subie, je me suis élevé un peu plus haut, non pas avec fierté, mais avec paix. Je n'avais pas besoin de célébrer l'effondrement de Thomas. Je n'avais pas besoin de voir le nom de Stéphanie rayé de toutes les invitations au gala. Je n'avais pas besoin de regarder le personnage public de Nathalie se défaire. Ce dont j'avais besoin, ce que j'avais enfin, c'était la vérité. Au grand jour, inébranlable, indéniable, à moi. 6 mois plus tard, le tribunal a statué en ma faveur. Le testament original a été confirmé. Les documents falsifiés ont été annulés. La succession de ma grand-mère, longtemps enfouie sous de fausses allégations et des manipulations, a été restituée à son héritier légitime, à moi. J'ai obtenu la pleine propriété du vignoble, des terres familiales et des actifs liquides que mon père avait cachés derrière des sociétés écrans et de fausses fiducies. Mais lorsque le juge a lu le verdict, je ne me suis pas sentie triomphante. Je me suis sentie propre. Il ne s'agissait pas de l'argent. Il ne s'était jamais vraiment agi de l'argent. Il s'agissait d'être entendu, d'être vu, d'être reconnu non pas comme un fardeau ou un inconvénient, mais comme quelqu'un qui comptait, quelqu'un qui avait toujours compté, même s'ils avaient essayé de m'effacer. Lorsque la nouvelle a été officialisée, je n'ai pas tenu de conférence de presse. Je n'ai rien publié en ligne. Je suis rentré chez moi, je me suis fait une tasse de thé et je me suis assise en silence. Non pas parce que j'étais vide, mais parce que j'étais pleine pour la première fois depuis des années d'une paix à laquelle je pouvais faire confiance. Mais cette paix est venue avec la clarté, car je savais que je n'étais pas la seule. Mon histoire avait déclenché quelque chose. Depuis la diffusion de l'entrevue, j'avais reçu des centaines de messages, des lettres de personnes qui avaient été exclues de testament, discréditées par des belles familles, manipulées pour qu'elles cèdent tout à des personnes qu'elles croyaient pouvoir faire confiance. Elles ne voulaient pas seulement me féliciter, elles voulaient de l'aide. Et j'ai réalisé que je pouvais leur en donner. J'ai utilisé une partie du règlement pour créer quelque chose que ma famille n'aurait jamais imaginé, un fonds juridique à but non lucratif dédié à soutenir les personnes exclues de l'héritage de leur famille en raison de manipulation, d'abus ou de fraude. Je l'ai appelé Second Testament. Nos premiers clients sont venus discrètement, une femme dans la soixantaine qui avait été exclue du testament de son père après que son frère l'ait modifié pendant un séjour à l'hôpital. Un homme dont la succession de sa grand-mère avait été engloutie par une secte religieuse à laquelle son oncle avait adhéré. Une jeune femme à qui on avait dit, comme à moi, qu'elle n'était pas assez de la famille. Elles sont toutes entrées avec le même regard que j'avais autrefois, le regard de quelqu'un qui essaie de prouver qu'il existe. Et nous les avons aidées à faire exactement cela. Pendant ce temps, l'empire de mon père s'est effondré pièce par pièce. Les frais juridiques ont augmenté. Son nom, autrefois un pilier dans les cercles immobiliers, est devenu un compte de mise en garde. Stéphanie a divorcé de lui tranquillement, sans commentaire public. Nathalie a déménagé hors de l'État, évitant les journalistes et les anciens amis. Elles savaient l'un l'autre pour ce que ça valait maintenant. Une famille construite sur la tromperie n'avait rien pour la maintenir ensemble lorsque les mensonges s'effondraient. Mais je ne les regardais plus. J'avais emménagé dans la maison du vignoble. Elle n'était ni grandiose ni moderne, mais elle était paisible. Le porche donnait sur les champs et les chênes murmuraient encore lorsque le vent les traversait, comme il le faisait quand j'étais petite. À l'époque où je croyais encore que la famille signifiait quelque chose d'incassable. Maintenant, je savais mieux. La famille n'est pas celle qui partage votre sang.
C'est celle qui défend votre nom quand vous n'êtes pas dans la pièce. C'est celle qui croit votre histoire avant qu'elle ne soit prouvée. C'est celle qui reste quand tout le reste s'écroule. Je n'étais plus seul. J'avais construit quelque chose qui comptait. J'avais réécrit mon histoire, non pas en tant que victime, non pas en tant que fille oubliée, mais en tant que femme qui s'est levée quand il le fallait. Je n'avais pas besoin d'un nom de famille pour me définir. J'avais gagné quelque chose de plus grand. Et quelque part, au fond du silence de ce vignoble, je pouvais presque entendre à nouveau la voix de ma mère. Elle ne disait pas « Je suis fier de toi ». Elle disait « J'ai toujours su ». Et enfin, moi aussi. Si vous êtes arrivé à la fin de l'histoire de Rebecca, merci d'être resté avec elle à travers chaque trahison, chaque rebondissement et chaque pas vers la justice. Les histoires comme la sienne ne sont pas que de la fiction. Elles reflètent la douleur, le silence et la force que beaucoup portent, mais qu'ils expriment rarement. Si cette histoire vous a ému, ou si vous vous êtes déjà senti rejeté, négligé ou effacé par ceux qui auraient dû vous protéger, nous voulons vous entendre. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait à la place de Rebecca? Croyez-vous que le pardon est possible après une trahison aussi profonde? Et si vous voulez voir d'autres histoires qui révèlent les sombres vérités qui se cachent derrière les portraits de familles parfaits et qui montrent comment la résilience réécrit la fin, assurez-vous de vous abonner. Chaque semaine, nous vous présentons des récits poignants de justice, de règlements de comptes et de force que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Faites en sorte que votre voix fasse partie de cette communauté, car certaines histoires méritent d'être entendues jusqu'au bout.